Mauvaises conditions de vie au camp de déplacés de Kwamuntu à Bandundu-Ville. Le nombre de morts ne fait que s'accroître. L'on compte déjà 39 décès. Processus électoral en RDC, la SENCO et l'ECC ont présenté ce lundi la synthèse du rapport de leur mission d'observation électorale sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Cette mission a recommandé à la CENI de convoquer en toute urgence un cadre de concertation autour des problèmes majeurs qui entourent le fichier électoral. Et plus loin de la RDC, premier tour de la présidentielle en Turquie, le président sortant Recep Tayyip Erdogan a obtenu 49%, un score qui l'emmène au second tour contrairement aux deux précédents scrutins au cours desquels il a été élu au premier tour. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, de nouveaux décès sont enregistrés dans le camp de déplacés de Kwamuntu à Bandundu-Ville, province du Kwilu, suite aux mauvaises conditions de vie. 3 personnes viennent de succomber. Il s'agit d'une personne du 3e âge et de 2 enfants. La province a atteint la barre de 39 décès parmi les déplacés depuis août 2022. Le directeur de cabinet du ministre provincial des Affaires humanitaires raconte que ces déplacés passent nuit à même le sol. Ils manquent à manger depuis plusieurs jours et n'ont pas accès aux soins de santé. Dans l'actualité également, au Nord Kivu, le sénateur Matata Ponyo a accordé ce lundi à Goma une série d'audiences aux différentes couches sociales de la population, de la société civile, au Baraza La Oise, qui réunit toutes les communautés ethniques de cette province. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire à l'est du pays, puis la situation générale de la RDC. Pacheco Kavundama signe ce reportage. C'est une journée très chargée ce lundi pour le Premier ministre honoraire Augustin Matata Ponyo, qui a accordé une série d'audiences à plusieurs couches sociales de la population. D'abord, aux acteurs de la société civile du Nord Kivu. Le sénateur Matata Ponyo dit avoir rencontré cette structure citoyenne parce qu'elle jouait le même rôle que la vision de son parti politique LGD. Moi, si j'ai créé le parti LGD, c'est tout simplement parce que j'ai dit dans ce pays, ce qui manque, c'est le leadership et la bonne gouvernance. Le peu de 5 ans que j'ai passé au gouvernement, j'ai compris. Et comme la société civile, c'est la championne des leadership de qualité, la gouvernance de qualité, j'ai dit, mais nous émettons sur la même longueur d'onde. Le président de la société civile ville de Goma, Mario Ngavo, donne l'essentiel de leur échange avec le sénateur Matata Ponyo. Le sénateur a essayé de montrer comment, quand il était à Machine, il a stabilisé la monnaie. Le taux de 940 qui a fait autour de 3 ans, 4 ans, alors qu'aujourd'hui le taux est à 2500. Et la vision dans les décisions républicaines qui a été révisée. La deuxième couche sociale à être reçue, c'est une autre structure de la société civile, puis le Barza intercommunautaire du Nord Kivu. Avec le candidat président de la République, Augustin Matata Ponyo, les échanges ont tourné autour des questions générales du pays. Je l'annonçais au sommaire, processus électoral en RDC, la conférence épiscopale nationale du Congo et l'église du Christ au Congo ont présenté ce lundi la synthèse du rapport de leur mission d'observation électorale sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, une séance au cours de laquelle cette mission a recommandé à la CENI de convoquer en toute urgence un cadre de concertation autour des problèmes majeurs qui entourent le fichier électoral. Ce rapport révèle quelques points forts et faibles qui ont caractérisé la dite opération. Parmi les points forts, la mission d'observation électorale SENCO et CC note le fait que la CENI a mené des activités de sensibilisation des candidats électeurs dans les villes et chefs-lieux de territoire. En ce qui concerne les points faibles, la MOE a parlé du non-enrôlement des populations dans les zones des conflits, comme c'est le cas à l'est du pays. C'est dans ces cadres que la MOE SENCO et CC a formulé des recommandations au gouvernement et à la CENI pour améliorer les choses. À l'instar de toutes les recommandations formulées qui gardent chacune toute sa pertinence, la MOE SENCO et CC interpelle la CENI concernant
l'urgence d'organiser un cadre de concertation où les cas majeurs soulevés par elle et d'autres parties prenantes seront traités et clos. C'est notamment la situation des centres d'inscription qui n'ont pas été retrouvés sur le terrain et la problématique du matériel électoral sensible tenu par des individus. Satisfait de cet échange de travail, le secrétaire exécutif de la CENI a salué la publication de ces rapports au cours de cette activité qu'il a pris part. Toujours en rapport avec le processus électoral en RDC, sachez que l'audit externe du fichier électoral a débuté ce lundi conformément au calendrier électoral rendu public. Le 26 novembre dernier, la Commission électorale nationale indépendante a publié les noms des experts nationaux et internationaux sélectionnés en vue de constituer une mission mixte d'audit externe du fichier électoral. Parmi ces noms figurent 3 Congolais, un Sud-Africain et un Malawite. Autre chose à présent, le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures a visité le projet de construction de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakania. David Moukeba se dit satisfait de cette réalisation. Reportage. Les conseillers principaux du président de la République en charge des infrastructures a parcouru les 145 km du projet de la concession de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakania. Objectif à quelques mois de la réception provisoire, évaluer la réalisation des travaux de ce projet qu'il a initié en 2019. 3 composantes font ce projet. La route en elle-même, le parking de Mokambo d'une capacité de 3000 camions et le port sec de Lukangaba d'une capacité de 8000 camions, sous l'encadrement de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des Infrastructures et Travaux publics. C'est un exploit qu'a réalisé la firme CECC en construisant la route en seulement 18 mois. Cette œuvre, une des premières réalisations du mandat de Félix-Antoine Tshisekedi sous le mode des partenariats publics-privés, est un motif de satisfaction pour David Moukeba. Ce projet a connu l'implication personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République. Je me souviens, il y a plus de presque 3 ans, lorsque nous venions ici pour lancer les travaux, d'aucuns pouvaient croire que ça allait se réaliser dans un si bref délai. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons une satisfaction partielle parce que la première partie est là. La route est circulable, la route est traficable, à la grande satisfaction de la population. Bien avant, le conseiller principal du chef de l'État avait rassemblé autour de lui au gouvernorat de province du Haut-Katanga l'ensemble des structures travaillant dans cette partie du pays dans les domaines des infrastructures pour un échange sur les attentes du gouvernement de la République au sujet de leurs apports respectifs. Et après l'adhésion de Richard Camille Kalele au parti politique agissant pour la République de Guy Luando, sa structure Génération Congo Nouveau a aussi adhéré au parti dans l'objectif de remporter les élections législatives et soutenir la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Après avoir été notifié en qualité de secrétaire général adjoint en charge de contrôle et inspection des activités du parti d'Agissons pour la République, Richard Camille Kalele Malobo a visité les installations, bâtiments et infrastructures du parti, commençant par le siège national, en passant par l'interfédéral de Kinshasa, pour chuter par les bureaux de Lukunga. Partout où il est passé, un seul message: se préparer pour les élections. Accompagné de son épouse Mami Once Kalele, Richard Camille a expliqué à sa structure Génération Congo Nouveau l'essence de son adhésion au parti politique AREP de Guy Luando. Visiblement satisfaite, Génération Congo Nouveau dit adhérer à la vision de leur leader. Il a trouvé le partenaire qu'il faut à la GSN pour que le projet de société que nous nous sommes assignés devienne une réalité, car ayant aujourd'hui un support politique pour sa réalisation. Richard Camille Kalele s'est dit heureux de l'accompagnement de la Génération Congo Nouveau dans son choix politique. Tellement que les gens sont contents d'avoir son Excellence Guy Luando Mboyo comme président national. Alors cela nous a davantage réjouis. Et vous avez vu l'engouement et la joie qui a régné dans les chefs
de tous les cadres qui ont pris part à cette activité d'aujourd'hui. Richard Camille Kalele promet de visiter d'autres installations du parti à l'intérieur du pays avant les élections de décembre. Et puis le collectif des avocats de Fortuna Bisselele dénonce le mauvais traitement pénitentiaire infligé à leurs clients malades. Il condamne la décision de la ministre de la Justice en ordre de la reconduction du prévenu hospitalisé au camp militaire Tchatchi à son lieu de détention et demande que cela soit réglé en vertu de l'article 115. Ils se sont exprimés devant la presse pour dénoncer les traitements infligés à leurs clients malades, Fortuna Bisselele. Tout en évoquant son état de santé, le collectif de ses avocats s'est dit scandalisé du comportement de la ministre d'État en charge de la justice face à un prévenu malade transféré à l'hôpital du camp militaire Tchatchi qui sont bénéficiés des soins appropriés et reconduits à la prison centrale de Makala. Un mois jour pour jour après, faute de matériel adéquat dans cet hôpital, parce que c'est l'épaule droite qui pose problème et le faisceau des nerfs qui est là-bas nécessite un équipement sophistiqué. Il n'a pas reçu des soins dans cet hôpital jusqu'au 13 mai à 4 heures du matin où il est violemment jeté dans un véhicule pour être reconduit à la prison centrale de Makala. C'est pour cela que nous, qui avons connu Madame la ministre d'État comme défenseur des droits humains dans son ONG CAFCO, nous les défenseurs des droits de l'homme, nous sommes scandalisés par ce type de comportement parce qu'on est ministre. Il reproche cette décision du ministre de la Justice sur plusieurs points, notamment la forme et les fonds. Parce qu'en d'autres termes, prendre une telle décision veut tout simplement dire on s'en fout de votre santé. Et ce qui ne peut pas être acceptable dans un état de droit. Le collectif hausse les tons afin que les régimes pénitentiaires auxquels leur client Fortuna Bisselele est soumis soient réglés en vertu de l'article 115 du Code de procédure pénale par les présidents de la République. Et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a effectué une visite d'inspection des travaux de construction du marché central. Il était question pour l'autorité urbaine de s'imprégner personnellement de l'état d'avancement des travaux qui sont en train d'être effectués depuis quelques mois. Il s'agit d'une passerelle intelligente qui s'avère utile en vue de raccorder les différentes plateformes que pourraient proposer tous les partenaires de la ville de Kinshasa. Après la présentation de cet outil par les techniciens, le ministre provincial des Finances, Félicien Koulouta, a d'abord rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir doté le pays du code numérique, puis au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui, grâce à son leadership éclairé, fait du numérique le levier de gestion dans tous les domaines de sa juridiction, particulièrement dans la recherche de voies et moyens pour l'optimisation de recettes de la ville. Il a été convenu et arrêté de mettre en place des modalités pratiques pouvant orienter la ville de Kinshasa vers l'automatisation des procédures de collecte des recettes et la digitalisation des paiements en respectant les 4 étapes de la chaîne des recettes. Après avoir suivi toutes les présentations, le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a autorisé l'utilisation de l'outil présenté par AUDV. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de tout vérifier, de tout planifier, de tout est réglé aussi au niveau des différentes banques de la capitale. Félicien Koulouta a insisté sur le fait que la société AUDV devrait veiller à ce que les matériels livrés soient conformes à la réglementation et à la bonne pratique reconnue au secteur du numérique. À l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko a lancé ce lundi à Mbandaka, dans le quartier Bonjonjo, les travaux de rechargement et de suppression des bourbiers de la route nationale numéro 8 Mbandaka-Kalamba, longue de 68 km. Les détails dans cet élément. La route numéro 8 Mbandaka-Kalamba, généralement connue dans les ravitaillements de la ville de Mbandaka, en denrées alimentaires et en productions agricoles, des premières nécessités, fait encore parler d'elle. Elle fait l'objet de la cérémonie officielle des séjours à Mbandaka, où le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, a lancé les travaux de rechargement et de suppression des bourbiers de cette route avec les financements publics de la République et la mise en exécution de l'Office des routes. Sous l'impulsion du chef de l'État, le gouvernement central, à travers le ministère des Infrastructures et Travaux publics,
a lancé un vaste et ambitieux programme d'acquisition de plus de 5000 matériels de travaux de génie civil au profit de l'Office des routes et d'autres structures sœurs. Un premier lot de matériel a déjà été réceptionné il y a de cela plus de 4 mois. Prenant la parole à cette occasion, le gouverneur Bobo Boloko a remercié le président de la République, Félix Tshisekedi, pour l'intérêt et l'attention qu'il accorde au développement de sa province. Moi, il me reste seulement à remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, pour tout ce qu'il est en train de faire pour la province de l'Équateur dans la phase de développement. Nous lançons le cri d'alarme au chef de l'État et au Premier ministre Sama Lukonde. Dans leur gouvernement de Warrior, le directeur de l'Office des routes vient de dire que les matériaux qu'on est en train de voir ici, on a loué. Outre cela, le gouverneur a plaidé pour son intervention personnelle et celle du Premier ministre afin de décanter la situation des engins des travaux. Et puis la division des affaires sociales et actions humanitaires en province du Nord Kivu dénonce la spoliation de sa parcelle par des personnes proches de la famille Mobutu, après l'obtention du jugement au tribunal de grande instance. Les détails dans cet élément de Pacheco Kavundama. Les éléments de la police nationale congolaise ont été envoyés dans cette concession de la division provinciale des affaires sociales située au quartier Mourara à Goma. Les personnes proches de la famille Mobutu, déclarant être propriétaires de cette concession, ont procédé à la démolition de ce bâtiment et d'une maison voisine afin de pouvoir l'exploiter, pourtant un bien appartenant à l'État congolais. C'est que dénonce Domitille Rusimbuka, chef de la 10 division provinciale. Ma réaction est je suis très indignée de la façon dont la police Munzenze, accompagnés de leurs épouses, puisque c'était visible, sont venus accompagnés par l'auditorat militaire, comme vous les avez constaté. J'ai été alerté par la directrice. Je suis très indignée de cette réaction. Rémi Ruzingue, notable de la ville de Goma, qui s'est rendu sur le lieu, a dénoncé aussi cette action de la justice et alerte les autorités quant à ce. Pourtant, le gouverneur militaire du Nord Kivu avait déjà mis sur place une commission pour identifier les maisons de l'État. Comme cadre de l'IDPS, j'en profite comme combattant de l'IDPS pour alerter aussi le président de la République, pour dire qu'on est en train justement on est en train de vouloir saper l'image de l'État congolais. On est en train de vouloir saper même le nom du président de la République. Parce que actuellement, les gomatraciers, quand les gens vont apprendre qu'il y a eu des démolitions pareilles, je pense qu'ils vont commencer à s'apprendre à l'État congolais. Toujours au Nord Kivu, le député national Ayobagira Safari a lancé officiellement à Goma son parti politique Alliance des Patriotes pour l'émergence du Congo. Il vise à construire une société forte, prospère, démocratique et solidaire. C'est en présence de plusieurs membres de l'Alliance des Patriotes pour l'émergence du Congo que ce nouveau parti politique a été officiellement lancé à Goma. Pour son président national, le député national Ayobagira Safari, ce parti est lancé pour la bonne gouvernance et la paix sociale. Ce parti-ci, nous comptons vivre les valeurs que nous allons connaître. La social-démocratie, la défense des faibles, la justice sociale. Ce sont des valeurs que nous prenons et que nous espérons que nous serons les outils à travers le parti, à travers les résultats que nous aurons à faire au courant des élections à venir, de pouvoir défendre ces idées. Et c'est pour ça qu'après le lancement à Kinshasa, nous savons bien que notre base, là nous avons eu à commencer notre début, c'est ici à Goma, au Nord Kivu, et c'est là nous prenons aussi beaucoup d'espoir, beaucoup de stratégies, sans oublier les autres provinces où la PECO aura à se déployer. L'Alliance des Patriotes pour l'émergence du Congo était membre de l'Union sacrée pour la nation congolaise. Son président national précise qu'il soutient le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes de l'Union sacrée, nous avons eu à adhérer à l'Union sacrée par suite à l'appel du chef de l'État qui nous a demandé à ce qu'on puisse lui donner une majorité qui lui permettra de mettre en place ces stratégies pour mettre fin d'une manière définitive à l'insécurité au niveau des cités. Ce qu'il faut, il faut lui donner un peu plus de temps et lui donner encore plus de soutien. Notons que lors de la sortie officielle de la PECO,
une centaine de nouveaux membres. Revenons dans la capitale congolaise où la structure Les Amis de Gaël Boussa du courant des démocrates rénovateurs a soutenu l'autonomisation des jeunes et des femmes, une de ses principales missions. On parle d'un lot de 200 kits complets de tondeuses, 25 motos, 40 machines à coudre, 60 machines à gaufres et tant d'autres biens remis en présence du député national dans un moment d'intense communion avec la base. Regardez. La fête était totale à Ngaliema ce week-end. Jeunes et mamans se sont fortement mobilisés pour accueillir le député national Gaël Boussa, accompagné de son épouse, très appréciée par la communauté AGB-CDR, qui compte des dizaines de milliers de membres enregistrés rien qu'à Kinshasa. Le responsable de cette structure a lancé la 2e session de formation pour ses membres afin de les rendre le plus autonomes possible. Cette fois, elle a été dénommée Yekola Mosala Bongisa Lobinayo. 4 cellules ont été concernées, Bumba, Boadi, Télécom et Massissi, toutes dans la commune de Ngaliema. Dans les prochains jours, l'homme compte poursuivre cette opération dans toutes les 25 cellules du district de Lukunga, où se retrouvent les amis de Gaël Boussa. Ce samedi, l'on a compté pas moins de 2950 membres qui ont eu droit à des kits complets des tondeuses, des motos, des machines à coudre, des machines pour de la pâtisserie et autres outils pour occuper les jeunes et les mamans afin de les rendre indépendants. Très écouté, Gaël Boussa a lancé des messages forts à l'endroit de la jeunesse, en particulier et de toute sa base. Des messages sur l'autonomisation et le bon rôle à jouer pour être du bon côté de l'histoire et pas ailleurs. Le bon côté, c'est surtout travailler en faveur de son pays, peu importe le niveau ou les secteurs d'activité dans lesquels on se retrouve. Pour qu'on puisse se retrouver lobby les formations il fallait épandre les bomoni pour machine Depuis 2021, peu de temps après le relâchement des mesures barrières dues à la Covid-19, le député Gaël Boussa a retrouvé la chaleur de la population à travers la ville de Kinshasa. Et puis les mamans appelées les mamans de Levimpai se sont réunies dans la salle commandant dans la commune de Bandalungwa où elles ont échangé avec un digne fils de cette commune, Levimpai, cadre du parti politique ACP, cher au gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Jean Tiningobila. Plusieurs sujets ont été abordés. Ayant accepté d'accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa vision du développement de la RDC, Levimpai tient sans relâche à sensibiliser sa base sur les prochaines élections qui se pointent à l'horizon. Affectueusement appelé à Banabandal, Levimpai a appelé à ses jours à l'unité des mamans de Bandalungwa derrière le chef de l'État. Ce digne fils de Bandalungwa a ainsi adressé à l'assistance un message d'espoir reposant sur les déjà acquis. La ville de Kinshasa, sous l'ère Ngobila, connaît des changements évidents. Pour ne citer que Bandal, les lumières publiques ont été installées sur les grandes artères. Autorité morale, Jantini Ngobila Mbaka. C'est notre autorité morale, Jantini Ngobila, qui m'a envoyé à venir m'entretenir avec vous. Nous devons tous nous mettre derrière les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, pour qu'il accomplisse sa vision, celle de développer la République démocratique du Congo. C'est une immense joie pour moi de voir les chefs de l'État aux côtés des gens qui aiment ces pays, notamment les gouverneurs de la ville. Président de la République, Azali Pembeni, n'a papa Jantini. Toutes ces femmes se reconnaissent dans ces nouveaux leaderships à Bandal en la personne qu'elles appellent affectueusement Yabana Bandal, les Vimpai, et la confiance à l'action du gouverneur de la ville, Jean Tiningobila. L'actualité en dehors de nos frontières nous emmène en Turquie où le président sortant Recep Tayyip Erdogan est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 49,51% de voix contre 44,88% pour son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu, a annoncé ce lundi le Conseil électoral supérieur, ajoutant que le deuxième tour aura lieu le 28 mai prochain et un troisième candidat à la présidentielle, le nationaliste Sinan Ogan, a obtenu 5,2% de voix. Après celui du dimanche 14 mai, un nouveau rendez-vous de la présidentielle en Turquie est prévu pour le 28 mai, alors que le président sortant Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 2 décennies, est crédité d'un score au premier tour plus important qu'anticipé, mais insuffisant pour l'emporter face à son rival.
Après déploiement de près de 97% des bulletins, Recep Tayyip Erdogan est crédité de 49,39% des suffrages contre 44,92% pour Kemal, le candidat unique des 6 mouvements d'opposition, selon les résultats préliminaires rapportés par l'agence presse officielle Anatolie. Les deux prétendants à la présidence se disent tous deux à mesure de l'emporter à l'issue du scrutin de dimanche 28 mai qui semble désormais avéré. Selon les systèmes électoraux de ces pays, le président de la Turquie est élu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Pour être élu, un candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Le journal est terminé, place au rappel de titres. Mauvaise condition de vie au camp de déplacés de Kwamount à Bandundouville. Le nombre de morts ne fait que s'accroître. L'on compte déjà 39 décès. Processus électoral, la SENCO et l'ECC ont présenté ce lundi la synthèse du rapport de leur mission d'observation électorale sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Cette mission a recommandé à la CENI de convoquer en toute urgence un cadre de concertation autour des problèmes majeurs qui entourent le fichier électoral. En dehors de nos frontières, premier tour de la présidentielle en Turquie, le président sortant Recep Tayyip Erdogan a obtenu 49,51%, un score qui l'emmène au second tour, contrairement aux 2 précédents scrutins au cours desquels il a été élu au premier tour. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. L'actualité reste en continu.